Bonjour et bienvenue au rendez-vous culturel de la ville de Safi. Bonjour de même à tous ceux et à celles qui regardent mes vidéos à travers ma chaîne YouTube Pensée des temps présents. Il faudrait qu'un jour que je vous prépare une vidéo sur la ville de Safi qui est ma ville natale. Allons-y donc, deuxième partie consacrée aux grandes idées de Karl Marx sur qu'on appelle les crises économiques, les théories des crises. La dernière fois, nous avons vu la crise de surproduction. Aujourd'hui, nous allons voir la crise de la plus-value. Beaucoup de penseurs disent que la crise de surproduction n'est pas une théorie qui est très forte, qui n'est pas très puissante, c'est Karl Marx. Moi, je dis le contraire, c'est une théorie qui est très puissante. Aujourd'hui donc, second volet, c'est la crise de la plus-value. Dans ces crises de la plus-value, Karl Marx part d'un principe. Un industriel achète une matière première, disons, à un juste prix. Elle est transformée, il la vend à un autre juste prix. Juste prix au départ, juste prix à la fin, et pourtant, il va faire une très grande plus-value. Alors, il voudrait expliquer comment cela peut se produire. Auparavant, je voudrais juste faire une petite remarque, une petite mise au point. Dans le mode de production capitaliste, les gens sont des salariés. Ce ne sont plus des gens qui travaillent dans la terre comme auparavant, des serfs. Ce sont tous des salariés. Hein? C'est une chose qui est fondamentale. Alors, comment expliquer cette plus-value, cet excès d'argent? Tout simplement en parlant de A vers B. Karl Marx va nous expliquer cela, mais beaucoup de personnes pensent en premier abord à l'offre et la demande. Ce n'est pas ça du tout, parce que dans l'offre et la demande, l'argent ne fait que passer d'une main à une autre. Je vous explique ça très rapidement. Sans création de richesse. Le système de la crypto-monnaie va venir à notre rescousse pour expliquer que ce système de la spéculation associée à l'offre et la demande, c'est pas ça du tout. Du moins dont veut parler Karl Marx. Alors disons que dans le système de la crypto-monnaie, celle du Bitcoin ou Bitcoin, je ne sais pas comment on prononce cela, au départ il y a 20 millions d'unités Bitcoin. Quoi que vous fassiez, les bitcoins, il y aura toujours le même montant. Vous ne créez rien de nouveau. Le bitcoin ne fait que passer par la spéculation d'une personne à une autre. Une personne pense qu'aujourd'hui, je vais acheter le bitcoin à un prix. D'autres personnes voudront l'acheter, donc puisqu'il y a la demande. Et je vais le vendre plus cher, je vais faire des bénéfices. Oui, c'est possible. Mais vous ne créez pas de richesse. L'argent est toujours le même. Vous n'avez rien créé de plus. Le bitcoin reste le bitcoin. Vous voyez donc où je veux en venir. Là, vous faites juste de la spéculation et c'est de l'argent qui ne fait que circuler sans apporter de richesse. Maintenant, on va toujours dans cette théorie de, de l'offre et la demande. On prend un autre exemple, celui d'un pays où il y a juste 1000 immeubles. Je dis 1000 immeubles juste pour simplifier. Un homme achète un immeuble. Il se dit, ben écoutez, moi, dans 4 mois, l'immobilier va augmenter et je vais attendre. Il l'achète, disons, 100 000 euros. Il attend, la demande augmente, il y a des gens qui ont besoin de se loger, je ne sais pas, il y a des arrivants, et il va le vendre, au départ c'était 100 000 euros, il va le vendre 150 000 euros. D'accord, il a gagné beaucoup d'argent, d'accord, il a spéculé, mais le nombre d'immeubles est toujours le même. Ce que voudrait nous faire comprendre Karl Marx, c'est pas ça du tout. Il n'a pas construit, le type-là, il n'a pas construit d'immeubles. Ce qu'il veut nous dire, donc, c'est que dans le système capitaliste industriel, on crée de la richesse parce qu'on crée des objets. Et ces objets-là, on va créer de la richesse. Quand on construit
Je ne sais pas, quand on va dans un pays qui construit des centrales nucléaires, c'est vrai, le type, lui, alors là, je reprends, j'aurai sur le dos les écologistes, je prends donc un autre exemple. Quand on va dans un pays, on crée des barrages. Je pense qu'on va construire des barrages. On crée quand même de la richesse, puisque ces barrages-là, ils n'existaient pas, ils vont retenir de l'eau. L'eau va donner de l'électricité, ça va permettre l'irrigation. Vous voyez donc de quoi veut parler Karl Marx, les gens qui vont travailler sur un pays, et on va créer des richesses, puisque le cultivateur, lui, il va irriguer son champ, il va produire, etc. Et il en a de même de construction de voitures, de trains, etc., des bateaux à vapeur. Et je peux vous dire que le 19e siècle a été vraiment le siècle des grandes constructions. La machine à vapeur, le TSF et tout ça, j'en parlerai après une prochaine fois. Donc, la richesse dans le mode de production industrielle est basée sur la création d'objets. Dans ces conditions, comment expliquer alors que lorsque un industriel part d'une somme donnée, qu'il investit pour construire quelque chose, il a des salariés qui travaillent pour lui, et ils vont à un autre prix. La matière première, disons pour simplifier, il l'achète à un juste prix, et il la vend à un autre juste prix. Les deux prix sont justes, il n'y a rien de spécial. Et pourtant, il va faire une plus-value qui est extraordinaire. Ici, Karl Marx ne fait que reprendre. Il va les améliorer, les idées de David Ricardo. Je vous rappelle que David Ricardo était un grand théoricien de l'économie financière, industrielle, au 19e siècle. Alors, je prends un exemple pour vous expliquer la théorie de Ricardo. Voilà ce que va dire Ricardo, donc, à travers mon exemple. Disons qu'un industriel, un homme qui a de l'argent, il a une petite fabrique, une petite usine, donc une petite manufacture. Il voudrait fabriquer des caisses toutes bêtes. Il achète du bois. Ce bois, il l'achète à son juste prix. Ce bois est transformé par les salariés. Après, il le vend à un autre juste prix. Et pourtant, il va faire des bénéfices. Ricardo nous dit, pour que cet industriel puisse faire des bénéfices, une plus-value, pour que le système puisse fonctionner, on ne peut jouer que sur le salarié. Ce salarié-là, il va nous fabriquer des objets. Son travail s'appelle la valeur travail. Et l'objet qui va être fabriqué n'a de valeur que par cette valeur travail qui est incorporée, qui est incrustée dans l'objet. Donc le patron a tout intérêt à ce que cette valeur travail soit la plus basse possible. C'est-à-dire il faudrait qu'il paye ce salarié, il faut qu'il lui donne un salaire le plus bas possible, juste ce qu'il faut à ce salarié, à cet ouvrier, pour qu'il puisse se nourrir, se vêtir, se chauffer et se reproduire. Se reproduire est très important parce qu'il faudrait bien qu'il lui fasse de petits prolétaires par la suite. Et Ricardo pousse la chose encore plus loin en disant que si, en cas de problème, en cas de crise, l'entrepreneur, le bourgeois, l'industriel ne peut pas vendre ses caisses à un bon prix, il faut qu'il diminue le salaire de ses employés, c'est-à-dire il faut qu'il diminue la valeur incrustée dans l'objet. Donc il y a une notion qui est très importante, c'est la valeur travail, c'est le propre même d'un objet. C'est parce que il y a des gens qui vont le travailler, qu'ils sont payés, qu'il a une valeur. Pardon. Et là, Karl Marx va nous dire que pour que le patron, l'industriel, puisse faire une très grande plus-value, il faudrait qu'il achète à un juste prix la matière première, il faut qu'il vende l'objet transformé à un autre juste prix, mais là, ça, il ne peut pas jouer sur ça. Il ne peut jouer que sur le travail du salarié qu'il va baisser au maximum, autant qu'il peut. Et là, dans le Capital, si vous le lisez un jour, Karl Marx nous parle de valeur d'échange et de valeur d'usage. Alors qu'est-ce que c'est ça? La valeur d'échange, c'est avec quoi vous achetez un objet.
La valeur d'usage, d'utilisation, c'est qu'est-ce que vous en faites. Par exemple, si vous achetez une baguette à 1 euro, c'est le prix, c'est son juste prix, c'est, disons, la valeur d'échange. Ce que vous allez en faire, c'est l'usage, sa valeur d'usage. C'est le fait que vous la mangez ou bien que vous la mettiez dans un frigo pour plus tard, hein, pour les petits déjeuners, comme ça à l'improviste. Voilà donc une valeur, ce que c'est qu'une valeur, disons, d'échange et une valeur d'usage. On peut encore donner un autre exemple. Par exemple, vous achetez un smartphone, un prix, c'est un prix d'achat, c'est le prix d'échange. C'est à vous de voir quel usage vous allez en faire. Vous pouvez l'utiliser pour téléphoner, pour faire des films comme moi je le fais, ou bien le prêter, tout ce que vous voulez. Donc, valeur d'échange et valeur d'usage et d'utilisation. Et là, Karl Marx nous dit que pour qu'il puisse faire la plus-value, puisqu'il a des salariés, et je vous rappelle que nous sommes dans maintenant l'exemple que je vous donne, c'est l'exemple d'un système industriel où on crée des objets qui vont servir à tout le monde. Ces objets-là, comme le train, comme la voiture, comme les routes, vont créer de la richesse. Mais alors comment on fait? Comment faire? C'est au niveau malheureusement de ces pauvres salariés et de ces pauvres prolétaires que ça va se jouer. Karl Marx nous explique comment cette plus-value se fait. Désolé, je me répète. Il nous dit que l'homme à l'école industriel va acheter, disons pour 24 heures, pour simplifier. Pour 24 heures de travail, il va acheter la valeur travail d'un ouvrier. C'est-à-dire qu'il va le faire travailler pendant 8 heures, il va disons, dormir, après le lendemain, il le laisse partir. Ou bien, il lui achète une autre journée. Il va acheter cette valeur travail de 24 heures disons, à un prix qui est un prix d'échange, une valeur d'échange qui est, disons, 10 euros. Mais lui, une fois qu'il a ce prolétaire sous la main, l'usage qu'il va en faire sera différent. Il ne va pas seulement le faire travailler ces 8 heures pendant 24 heures, il va le faire travailler pendant 16 heures. Donc là, il gagne doublement. C'est-à-dire que pour le prix d'une journée, il a 2 journées. C'est-à-dire que finalement, pour qu'il y ait un produit final que le propriétaire va vendre, il faudrait qu'il fasse travailler l'ouvrier plus pour qu'il produise plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le paye moins que ce qu'il produit. Ce qu'il produit, c'est une grande valeur. Et pourtant, il va le payer moins que ce que vous... Réellement, le travail de production de cet ouvrier, c'est-à-dire qu'il va jouer sur la valeur travail, c'est-à-dire que l'entrepreneur, l'industriel va payer. Là, je répète, je suis désolé, mais il faut vraiment que vous compreniez cette histoire-là et que vous ne la confondiez pas avec l'offre et la demande. Vous voyez, nous ne sommes pas du tout dans le même registre, hein, non plus dans la spéculation, mais nous sommes dans l'exploitation. Donc là, il faudrait jouer sur l'être humain, sur la valeur travail et ne payer, comme l'a déjà souligné David Ricardo, le salarié que le minimum, il faut le payer chichement, tout juste ce qu'il lui faut pour travailler, disons plutôt, ne le payer que ce qu'il lui faut pour se nourrir, se loger, se vêtir et avoir des enfants pour produire d'autres petits prolétaires. Voilà donc ce qui explique comment l'industriel peut produire, enrichir la population, même un pays, même d'autres pays, et en même temps faire beaucoup de bénéfices, faire une plus-value. Alors, comme je vous l'ai dit, Karl Marx mise sur une chose. Ce sont les grandes théories de Karl Marx. Il nous dit que le capitalisme porte en lui-même les germes de sa propre contradiction. Et tel qu'il est conçu, le capitalisme n'est pas viable, il ne peut pas durer. Il sera renversé par les prolétaires. Et on va créer le 5e mode de production qui n'est pas encore là, qui est le mode de production communiste où il n'y aura pas d'exploitation, il n'y aura pas de plus-value, tout le monde sera heureux. Nous savons très bien que tout cela ne s'est jamais réalisé, n'a jamais eu lieu.
Et alors là, c'est dans la crise de surproduction que je vous avais expliqué, qu'on sait combien cela va se passer. Ici, les gens seront tellement mal payés qu'ils vont devenir, avec entre autres d'autres raisons, des gens très pauvres. On aura la pauperisation, des gens qui sont exploités. Mais nous le savons, ça on ne sait jamais non plus, la crise de la plus-value n'a jamais donné de paupérisation. Pourquoi? Parce que justement, lorsque, comme l'a du reste souligné Karl Marx lui-même, les gens, les prolétaires vont s'organiser. Ils vont dire au patron, mais écoutez mon cher ami, c'est très bien de nous payer, mais nous ne sommes pas bien payés. Nous voulons plus que dormir et manger, nous voulons autre chose, nous voulons aller au cinéma. Moi, je voudrais bien, comme tout le monde, avoir une petite maison à moi, avoir un petit jardin, avoir une petite bagnole. Pour cela, ils vont faire pression sur le patron qui est obligé, puisqu'ils sont syndicalisés, qu'il devient fort, de céder un peu du blé, désolé, c'est un peu vulgaire, de céder un peu de son profit pour leur faire vivre dignement. Et je crois que je peux dire que là, les prolétaires, au lieu de se révolter contre le système, ils vont devenir eux-mêmes de petits bourgeois qui aiment consommer, qui aiment mener la belle vie. Et je peux vous dire que c'est tant mieux ainsi. Parce qu'une révolte, une révolution ne fait de bien à personne. Ceux qui se révoltent, ils vont finir par tout détruire. Nous le savons maintenant avec la révolution, pardon, excusez-moi, avec la révolution de 1917, dite bolchevique, et au désastre le désastre auquel elle a conduit. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que finalement, Karl Marx, même si ce qu'il a dit ne s'est pas produit, c'est parce qu'il a raison. C'est parce qu'il a raison que les gens qui détiennent l'argent ont compris que s'ils veulent éviter une catastrophe, il faudrait qu'on trouve un train d'entente. Et c'est très bien ainsi, parce que comme je l'ai dit, ça permet aux gens d'avoir une certaine sérénité, qu'il n'y ait pas de conflits sociaux. Par exemple, par contre, ce qui me chagrine, ce qui me fait mal au cœur, c'est que d'autres personnes veulent reproduire les théories libérales et les théories communistes. Je fais une petite mise au point, une petite remarque. Au XIXe siècle, c'était réellement le siècle des utopies. Utopies communistes, socialistes et même anarchistes. Et de l'autre côté, utopie libérale. Dans l'utopie libérale, on nous dit que nous ne nous cassons pas les pieds, laissons-nous travailler comme on veut, ce que disent, comment dirais-je là, David Ricardo et Adam Smith au XIXe siècle, nous ne nous cassons pas les pieds, et il y aura une main invisible qui va produire de la richesse, ce que dit d'ailleurs Adam Smith dans son livre La richesse des nations. Nous savons très bien que ça a conduit, la théorie libérale a conduit à une véritable catastrophe humaine, à des drames humains. Les gens, pour que celui qui possède les usines puisse faire des économies et cette plus-value, il faudrait qu'il fasse travailler les gens dans des conditions effroyables. Ils travaillaient dans des conditions d'insalubrité, les gens mouraient très jeunes, les femmes mouraient dans les couches en mettant au monde des enfants, les futurs prolétaires, semble-t-il, et les enfants mouraient également comme des mouches. Ils tombaient comme des mouches parce que les enfants étaient mal payés. Ils étaient payés, je crois, la moitié ou le quart d'un adulte. Mais oui, la plus-value a un prix. Les théories libérales ont un prix, c'est un prix humain. Et dans les fabriques, il n'y avait pas de moyens de protection. Les gens, ils avaient des bras qui étaient mutilés, ils subissaient des mutilations. Et comme je l'ai dit, ce qui fait mal au cœur, c'est que de jeunes reprennent encore de nos jours les grandes théories libérales, sont réviser l'histoire. Ces grandes théories libérales, comme les grandes théories communistes et anarchistes, peuvent nous mener à nous vraiment casser la tête contre un mur, à foncer contre un mur et à ne plus évoluer. Tout est affaire d'entente, tout est affaire de consensus, tout est affaire de raison. Sur cela, je pense que je finis, pardon, excusez-moi, ce que j'avais à dire sur Karl Marx. Je ne sais pas si je vais reprendre encore
cet immense auteur, et je suis loin de vous avoir tout dit sur cet homme extraordinaire, avec son ami Engels, et surtout avec sa femme, qui est une femme extraordinaire, la femme de tous les sacrifices, qui est sa femme génie. Je crois qu'il serait honnête et juste de créer, au moins de consacrer une vidéo à son honneur, et je peux vous dire qu'il le mérite amplement. Voilà ce que je vais vous dire. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler prochainement, peut-être de littérature soit russe, soit anglaise. Je vous souhaite une bonne journée, continuez à vous protéger contre le Covid. Quant à moi, je vais essayer de fermer ce smartphone, de l'éteindre plutôt du premier coup, j'espère. Ça n'a pas marché.